Tu n'es qu'un fardeau. C'est la dernière chose que mon père a crié avant de jeter ma valise en bas des marches du perron. Les roulettes se sont brisées en touchant le sol. Ma mère ne m'a même pas regardé dans les yeux, elle se tenait juste derrière lui, les bras croisés, comme si j'avais apporté la honte dans leur petit monde parfait. Et peut-être que c'était le cas, parce que 5 minutes plus tôt, je leur avais dit que j'avais perdu mon emploi et que j'étais enceinte. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas tressailli quand la porte a claqué derrière moi. J'ai juste ramassé ma valise cassée avec des mains tremblantes, j'ai enroulé mon manteau autour de mon ventre et je suis sorti dans le froid. Laissez-moi revenir en arrière, mais juste un peu, pas trop loin. J'avais 26 ans, je vivais de nouveau chez mes parents. Pas idéal, je sais, mais je travaillais à plein temps comme assistante designer junior dans une entreprise du centre-ville, j'économisais pour mon propre appartement, j'essayais de faire quelque chose de ma vie. Je ne faisais pas la fête, je ne demandais pas l'aumône. Je payais un loyer, je préparais le dîner 3 soirs par semaine, je tondais même la pelouse quand le dos de papa commençait à le faire souffrir. Mais rien de tout cela ne semblait jamais avoir d'importance pour eux. J'étais toujours celle qui n'avait jamais rien compris. Mon frère? Plaqué or. Mes parents louaient le sol sur lequel ils marchaient. Moi? J'étais toléré, à peine. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, je savais déjà comment cette conversation se déroulerait. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était de perdre mon emploi la même semaine. Licenciement collectif, restructuration du département et quelle que soit l'excuse qu'ils ont donnée, cela n'avait pas d'importance. J'étais dehors. Pas de revenus, pas de plan de secours. Et pourtant, je pensais que peut-être, juste peut-être, mes parents s'adouciraient, qu'entendre que j'allais avoir un bébé ferait ressortir quelque chose d'humain en lui. Mais non. Cela a provoqué la rage. De qui est-il, aboya mon père. Quelle idiote se fait engrosser quand elle ne peut même pas garder un emploi, ajouta ma mère. Et puis sont venus les cris, les insultes, la partie où ils ont dit qu'ils en avaient fini de nettoyer après moi alors qu'ils n'avaient jamais nettoyé la moindre chose en premier lieu. Puis la valise. Puis la porte. Et puis le silence. J'ai marché pendant des pâtés de maison cette nuit-là. Pas d'argent, pas de plan. Juste une petite pensée flottante, tu n'es plus seul maintenant. J'ai trouvé une laverie automatique ouverte 24 heures sur 24 et j'y ai dormi quelques heures. Le bourdonnement des sèche-linges était le seul son qui ne me donnait pas l'impression de disparaître. Je n'ai pas pleuré. Pas avant de me réveiller au lever du soleil et de sentir mon bébé donner un coup de pied pour la première fois. À ce moment précis, je me suis juré, ils m'ont mise à la porte, mais je vais donner à cet enfant tout ce qu'ils ne m'ont jamais donné. Je ne savais tout simplement pas ce qu'il faudrait pour tenir cette promesse, mais j'étais prête à le découvrir. J'aimerais pouvoir dire que quelqu'un est venu me sauver, qu'il y a eu un étranger bienveillant, un chèque miracle, un coup de chance. Mais ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. J'ai tout construit à partir de rien. Le matin après qu'il m'ait mise à la porte, j'ai marché jusqu'à ce que mes jambes cèdent. J'ai fini dans un refuge pour femmes, un de ces endroits avec des couvertures fines comme du papier, des bébés qui pleurent et des lits superposés qui sentaient l'eau de Javel. Au début, je n'ai dit à personne que j'étais enceinte, j'avais peur qu'ils me renvoient. Mais quand je l'ai finalement fait, quelque chose a changé. Une des bénévoles, une femme plus âgée nommée Denise, m'a regardé dans les yeux et a dit, « Si tu te bats pour cet enfant, ce monde ne te brisera pas. Mais tu dois te battre fort. » J'ai commencé à travailler dans un restaurant la semaine suivante. Le salaire était horrible, les heures étaient brutales, mais je souriais à chaque client, j'essuyais chaque comptoir et je mettais de côté chaque dollar comme si c'était de l'or. Au moment où j'étais enceinte de 7 mois, j'avais 2 emplois, un au restaurant, un autre à la réception d'un motel le week-end. Je ne dormais pas beaucoup. Je mangeais à peine. Mais mon bébé était en bonne santé, je m'en assurais. Je me souviens d'être assise dans un bus un soir, les pieds enflés, le dos en feu, regardant les gens rire au téléphone, et j'ai pensé, ils n'ont aucune idée de ce qu'il faut juste pour survivre comme ça. Pourtant, je n'ai pas arrêté, parce que chaque coup de pied de mon fils me rappelait que je ne le faisais plus seulement pour moi. Je construisais un monde où personne ne lui ferait jamais sentir qu'il était un fardeau. Noah est né dans une clinique qui m'a permis de payer selon un barème progressif. Je n'avais rien d'autre qu'un sac à langer d'occasion et un siège auto de seconde main. Mais quand je l'ai tenu pour la première fois, rien de tout cela n'avait d'importance. Il m'a regardé et minuscule, chaud, ridé et soudain, je n'étais plus fatigué. Je n'avais plus peur.
Je n'étais plus brisé. J'étais une mère. Je l'ai appelé Noah parce que c'est ce qu'il était pour moi, un nouveau commencement après un déluge qui avait failli me noyer. Nous avons quitté le refuge pour une chambre en sous-sol que je louais à un vieux couple qui parlait à peine anglais. C'était humide, mais il y avait une porte, une serrure, une fenêtre qui laissait entrer juste assez de lumière. C'était tout ce dont nous avions besoin. Les années ont passé, et lentement, nous avons grimpé. J'ai commencé à travailler en freelance la nuit après que Noah se soit endormi, des travaux de conception graphique, des mises en page, tout ce que je pouvais faire sur un ordinateur portable d'occasion. J'ai suivi des cours en ligne gratuits, regardé des tutoriels, appris tout ce que je pouvais par moi-même. Un jour, une petite agence locale m'a donné une chance, juste un projet. J'y ai mis toute mon âme. Ils ont adoré. À partir de là, j'ai grimpé plus vite. Un client s'est transformé en 3 en 10. J'ai arrêté de travailler pour les autres et j'ai créé ma propre entreprise. J'ai pris chaque centime que j'avais, j'ai enregistré mon entreprise et j'ai embauché une assistante. Elle s'appelait Margot. Elle a cru en moi avant même que j'aie une carte de visite. Et aujourd'hui, je dirige l'un des studios de design à la croissance la plus rapide de tout l'État. Nous avons des clients dans tout le pays. Mon bureau a des fenêtres du sol au plafond. Mon fils? Il fréquente l'une des meilleures écoles privées de la ville. Et moi? Je ne suis plus cette fille effrayée et enceinte portant une valise fissurée par une nuit glaciale. Je suis la femme qui a survécu. Je suis la femme qui a reconstruit. Et juste au moment où je pensais que le passé était enfin derrière moi, il a frappé à ma porte. Littéralement. Parce que vendredi dernier, je l'ai ouverte, et sur mon porche se tenaient les 2 personnes que je pensais ne jamais revoir, mes parents. Et l'expression sur leur visage? Ils n'étaient plus en colère. Ils étaient désespérés. Quand j'ai ouvert la porte et que je les ai vus là, je n'ai pas dit un mot. Les cheveux de mon père étaient devenus complètement gris. Sa posture n'était plus fière, il ressemblait à quelqu'un à qui on avait donné un coup de marteau sur la colonne vertébrale. Le visage de ma mère était pâle et fatigué, son maquillage était maculé comme si elle avait pleuré pendant des heures. Il ne ressemblait en rien aux personnes qui m'avaient mise à la porte il y a 10 ans. Pendant une seconde, je me suis demandé s'ils me reconnaissaient même. Je ne suis pas sorti. Je ne les ai pas invités à entrer. Je suis juste resté là, tenant le cadre de la porte, et j'ai attendu. Ma mère a été la première à parler. « Salut », dit-elle doucement. « Tu as l'air bien. » Je n'ai pas répondu. Puis mon père s'est éclairci la gorge. Nous ne savions pas où aller d'autre. Je les ai regardés fixement. « Après 10 ans, maintenant vous venez chez moi. » Il a hoché la tête, lentement. « Nous n'en sommes pas fiers. » J'ai croisé les bras. « Êtes-vous fiers de quoi que ce soit que vous ayez fait à l'époque ?» La lèvre de ma mère a tremblé. « Avery, nous sommes désolés. Nous avons fait des erreurs. Mais ton frère, il a déménagé. L'entreprise a fait faillite. La maison, elle est partie. Nous vivons dans un motel près de l'autoroute. J'aurais dû ressentir quelque chose. J'aurais dû ressentir quelque chose, mais je n'ai rien ressenti. Parce qu'où était cette tristesse quand je dormais dans un refuge, enceinte et seule? Où était ce regret quand je mangeais des menus à $1 juste pour nourrir Noah? J'ai un fils, dis-je sec. Aimant. Il a 10 ans. Il est intelligent, gentil, et tout ce dont j'avais besoin quand vous m'avez fait sentir que je n'étais rien. Ma mère s'est essuyé le visage. Nous voulons le rencontrer. Nous voulons arranger les choses. Non, dis-je. S'il te plaît, crois-ça mon père. Nous ne demandons pas d'argent. Juste du temps. J'ai ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était pathétique. Vous avez eu du temps. Vous avez eu des années. Vous avez eu toutes les chances. Vous m'avez jeté comme une ordure, et maintenant vous voulez agir comme une famille. Ma voix n'a pas monté, mais elle est devenue plus tranchante. La famille, ce n'est pas le sang. C'est qui se tient à tes côtés quand tu t'effondres. Et la seule personne qui a fait ça pour moi, c'est moi. Ils avaient tous les 2 l'air d'avoir été giflés. J'ai voulu claquer la porte à ce moment-là, mais quelque chose en moi avait besoin qu'ils comprennent clairement une chose. Alors, j'ai fait un pas en avant, juste assez pour qu'ils voient la vie derrière moi, la maison soignée, les photos de famille, les signes d'une vie construite sur des cendres.
Je ne vous déteste pas, dis-je. Mais je ne vous fais pas confiance. Et vous n'allez pas rencontrer Noah juste parce que vous vous sentez soudainement mal. Ils n'ont pas discuté. Ils sont juste restés là, brisés, pendant que je disais tranquillement les mots qu'ils m'avaient autrefois dit, je pense qu'il est temps pour vous de partir. Puis j'ai fermé la porte, les verrouillé et je suis parti sans regarder en arrière. Je pensais que c'était fini après cette nuit-là. Après leur avoir fermé la porte, je croyais honnêtement qu'ils partiraient, que peut-être, enfin, ils avaient compris le message. Mais 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel de l'école de Noah. C'était son professeur principal, Madame Klein, une femme douce, patiente, le genre d'enseignante qui laisse des notes manuscrites sur les bulletins scolaires. « Bonjour, mademoiselle Grant, dit-elle doucement. Je voulais vérifier quelque chose avec vous. Je n'étais pas sûr que ces personnes étaient autorisées. » Mon estomac s'est noué. « Que s'est-il passé ?» demandai-je. « Eh bien, un couple plus âgé s'est présenté au bureau d'accueil ce matin. Ils ont dit qu'ils étaient les grands-parents de Noah. Ils ont demandé s'ils pouvaient le voir, juste un instant. Nous leur avons dit que ce n'était pas permis sans votre permission. » Je suis resté assise là, figée, agrippant le volant sur le parking de mon bureau. « Ils ne lui ont pas parlé, n'est-ce pas ?» demandai-je, ma voix tremblant maintenant. « Non, la réceptionniste les a gardés au bureau. Mais nous pensions que vous deviez le savoir. » Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Et puis je suis restée assise là pendant 10 bonnes minutes, essayant de ne pas pleurer, essayant de ne pas crier, essayant de décider si j'étais plus furieuse ou terrifiée. Il n'avait pas seulement franchi une limite, il l'avait démolie. Aller à l'école de mon enfant sans me le dire, après une décennie de silence et de cruauté? Ce n'était pas du regret, c'était de la manipulation. Cette nuit-là, je n'en ai pas parlé à Noah. Je ne pouvais pas encore. Il était allongé par terre, construisant une sorte de vaisseau spatial bizarre avec des Legos, la langue sortant sur le côté de sa bouche, heureux, en sécurité. Je n'allais pas introduire la peur dans son monde, pas alors que j'avais travaillé si dur pour le construire pour lui. Mais en moi, une tempête grondait. J'ai appelé une avocate le lendemain matin, je lui ai tout raconté. Elle a écouté, puis a dit, « Vous avez tout à fait le droit de protéger votre fils. Nous pouvons déposer une ordonnance restrictive, en urgence si nécessaire. » J'ai hoché lentement la tête. « Faites-le. » Parce que ce n'était plus seulement une question de vieux traumatisme. C'était une question de limite. C'était une question de Noah. Il pouvait pleurer, il pouvait supplier, il pouvait dire à tout le monde que j'étais cruelle, impitoyable, froide. Je m'en fichais. Parce qu'à la seconde où ils se sont approchés de mon fils sans ma permission, ils ont cessé d'être des gens de mon passé et sont devenus une menace pour mon présent. Je n'ai pas eu de leurs nouvelles pendant quelques jours de plus, jusqu'à ce que la lettre arrive, des pages manuscrites, tremblantes, pliées comme si elles avaient été transportées trop longtemps dans la poche de quelqu'un. Elle venait de mon père. Je sais que nous ne pouvons pas réparer ce que nous avons brisé. Mais tu es la seule bonne chose que nous ayons jamais faite, Avery, et nous le voyons maintenant. Nous ne méritions pas ton pardon, nous ne le méritons toujours pas. Mais nous voulions juste te dire que nous sommes fiers de toi. Nous avions tort sur toute la ligne. Nous ne te dérangerons plus. Nous le promettons. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai plié et l'ai placé dans un tiroir. Non pas parce que je leur pardonnais, pas encore. Mais parce que pour la première fois, cela ne ressemblait pas à une tentative de culpabilisation, cela ressemblait à une reddition. Et peut-être que c'est ce que j'avais besoin d'entendre, pas de supplication, pas d'excuses, juste un aveu honnête qu'ils m'avaient perdu, et que c'était de leur faute. Des semaines passèrent. Plus d'appels, plus de visites surprises. Rien. C'était comme s'ils avaient de nouveau disparu, mais cette fois pour de bon. Et je pensais, peut-être que c'est comme ça que ça se termine, pas de confrontation dramatique, pas d'excuse finale, juste le silence. Mais la vie a une étrange façon de se replier sur elle-même quand on s'y attend le moins. Parce qu'un matin, j'ai reçu un message du directeur du centre d'aide locale, un endroit auquel je faisais discrètement des dons tous les mois depuis des années. Ils organisaient une collecte de vêtements d'hiver. Elle voulait savoir si je pouvais passer 1 heure pour aider à organiser les dépôts. J'ai dit oui. J'ai emmené Noah avec moi. C'était un samedi. Il était emmitouflé dans un sweat à capuche rouge, racontant des blagues sur la banquette arrière pendant tout le trajet. Je me souviens avoir pensé, c'est la vie que j'ai construite, pleine de chaleur, de sécurité, de but.
Nous sommes entrés, souriants, portant des sacs de veste et d'écharpe. Et puis je les ai vus, mes parents. Ils étaient assis sur un banc dans la salle d'attente, se tenant la main, fixant le sol comme s'ils essayaient de disparaître dedans. Ils ne m'ont pas vu au début. Ils ne l'ont pas vu. Mais je me suis figé. Noah aussi. Il leva les yeux vers moi et pencha la tête. Maman? J'ai dégluti difficilement. Ce sont mes parents, murmurai-je. Ses yeux s'écarquillèrent. Vraiment? J'ai hoché la tête. Veux-tu dire quelque chose? Il y réfléchit, puis secoua la tête. Non, ça va. J'ai souri. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'ils n'avaient besoin de rien d'eux, ni de leur amour, ni de leur reconnaissance, ni de leur approbation. Parce qu'il avait déjà la mienne, et j'avais la sienne. Nous sommes passés juste devant eux. Mais ce faisant, ma mère a levé les yeux. Son regard s'est fixé sur Noah. Elle n'a pas dit un mot, n'a pas appelé, n'a pas tendu la main vers moi. Elle a juste regardé fixement. Et je n'oublierai jamais son expression. Ce n'était pas de l'espoir. Ce n'était pas de la colère. C'était du regret, un regret profond, insupportable, jusqu'à la moelle. Et ça? C'était suffisant pour moi. Nous avons passé les 2 heures suivantes à trier des vestes et à discuter avec des bénévoles. Noah a fait rire tout le monde. Il a distribué des briques de jus. Il a même trouvé un manteau qui allait parfaitement à un petit garçon et a dit « Tu as l'air génial, mec ». Et pendant tout ce temps, j'ai senti quelque chose changer dans ma poitrine. Pas le pardon, mais la paix. Quand nous sommes rentrés à la maison ce soir-là, Noah m'a serré dans ses bras. Merci de m'avoir emmené aujourd'hui. C'était amusant. Je l'ai regardé, mon fils, mon cœur, ma raison, et j'ai murmuré « Merci. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » Et je le pensais. Pas un jour ne passe sans que je me souvienne d'où nous venions, les nuits où j'ai pleuré seul, les jours où j'avais envie d'abandonner, la façon dont les gens qui étaient censés m'aimer m'ont fait sentir sans valeur. Mais je me souviens aussi comment je me suis relevé, comment je suis devenu tout ce qu'ils disaient que je ne pouvais pas être. Et maintenant, je n'ai pas besoin de vengeance. Je n'ai pas besoin d'excuses. Parce que j'ai déjà gagné. J'ai construit une vie à partir de morceaux brisés. Et la porte qu'ils m'ont claquée au nez il y a 10 ans? Je l'ai franchie quand même. Et je n'ai jamais regardé en arrière.